À chaque seconde, des millions, des milliards de réactions chimiques se produisent, partout autour de nous et même à l'intérieur de nous. C'est un univers d'une complexité qui peut donner le vertige. Heureusement, les chimistes ont trouvé une manière assez élégante de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Prenez un airbag par exemple. En cas d'accident, il se gonfle en moins de 40 millisecondes. C'est littéralement plus rapide qu'un battement de cils. La question c'est, comment une telle prouesse est-elle possible ? Eh bien, la réponse, elle tient en un mot, la chimie. C'est une réaction chimique, une sorte d'explosion contrôlée, ultra rapide et conçue pour une seule chose, sauver des vies. Alors, pour comprendre ce mécanisme et bien d'autres, on va explorer les grandes familles de réactions chimiques. On commencera par celle de l'airbag. Ensuite, on se penchera sur les 3 types principaux, la décomposition, la substitution et l'oxydoréduction. Et à la fin, on rassemblera tout ça dans une sorte de feuille de route pour s'y retrouver. Allez, c'est parti. Pour percer le secret de l'airbag, il faut d'abord piger comment les chimistes organisent leurs pensées. Plutôt que de regarder chaque réaction une par une, ce qui serait infini, ils les regroupent en grandes familles qui obéissent aux mêmes règles. Dans un airbag, le composé clé, c'est une substance au nom un peu barbare, l'azoture de sodium. Une petite étincelle électrique, et boum, il se transforme en une quantité énorme de gaz. Et cette transformation, c'est justement un exemple parfait de notre première grande catégorie, les réactions de décomposition. Premier type donc, la décomposition. L'idée est en fait très simple. On part d'un composé, d'une seule chose, et sous l'effet de la chaleur, par exemple, il se casse, il se fragmente en plusieurs morceaux, en choses plus simples. Alors, la définition un peu plus formelle, c'est ça. La fragmentation d'un composé par la chaleur. Mais regardez la formule générale. AB donne A plus B. On ne peut pas faire plus clair. Une entité de départ se scinde en deux. C'est tout. Prenons un exemple classique de labo. On chauffe de l'oxyde de mercure qui est une poudre rouge. La chaleur va forcer ce composé à se briser. Résultat, il libère du gaz, de l'oxygène, et il laisse derrière lui de petites gouttes de mercure métallique, bien brillantes et argentées. D'un seul produit de départ, on en obtient de bien distincts. Passons maintenant à une autre dynamique. Notre deuxième grande famille de réactions, c'est la substitution. Ici, on peut voir ça un peu comme une compétition. Un élément chimiquement plus fort, plus actif, va venir prendre la place d'un autre élément plus faible qui était déjà dans un composé. La formule, c'est A plus BC qui devient AC plus B. On voit bien ce qui s'est passé, l'élément A est arrivé, il a éjecté B et il a formé un nouveau couple avec C. C'est un peu un chassé-croisé chimique. Mais attention, ce n'est pas l'anarchie. Tout ça suit des règles très précises, qui sont définies par ce qu'on appelle la série d'activités chimiques. C'est une sorte de classement de hiérarchie. Un élément ne peut en chasser un autre que s'il est placé plus haut que lui dans cette liste. C'est la règle du jeu. Et la preuve en image est assez parlante. À gauche, on plonge du zinc dans de l'acide. Le zinc est plus actif que l'hydrogène contenu dans l'acide. Du coup, il le déplace et ça crée des bulles de gaz, de l'hydrogène. À droite, on fait la même chose mais avec du cuivre. Et là, rien. Il ne se passe absolument rien. Pourquoi ? Parce que le cuivre est moins actif que l'hydrogène. La règle est respectée à la lettre. On arrive à notre troisième et dernière grande catégorie, sans doute la plus fondamentale, les réactions d'oxydoréduction, ou redox pour les intimes. Ce qui est intéressant avec celle-ci, c'est que la façon de les comprendre a beaucoup évolué. On est passé d'une vision très centrée sur l'oxygène à une autre bien plus profonde, basée sur les électrons. Historiquement, c'était simple. Pour les premiers chimistes, tout tournait autour de l'oxygène. Gagner de l'oxygène, c'était un processus, et en perdre, c'en était un autre. C'était direct, et ça expliquait pas mal de choses. Par exemple, si on prend de l'oxyde de cuivre, une poudre noire, et qu'on fait passer dessus de l'hydrogène chaud, l'hydrogène, qui adore l'oxygène, va littéralement le lui arracher. On se retrouve avec de l'eau d'un côté, et l'oxyde de cuivre, lui, redevient du cuivre pur de couleur rouge. On dit alors que l'oxyde de cuivre a été réduit. Le principe de cette vision traditionnelle est donc facile à retenir. La réduction, c'est une perte d'oxygène. Et l'oxydation, c'est un gain d'oxygène. Dans notre exemple, le cuivre a perdu son oxygène, il a été réduit. L'hydrogène a gagné de l'oxygène, il a donc été oxydé. Et c'est là que ce modèle atteint ses limites. Parce qu'il existe des tas de réactions hyper importantes, comme la formation du sel de table, où il n'y a pas le moindre atome d'oxygène. Alors comment on les classe, celles-là ? La science a donc dû trouver une explication plus large, plus fondamentale. Et on a compris que le vrai chef d'orchestre dans ces réactions, ce n'est pas l'oxygène, ce sont les électrons, ces minuscules particules chargées négativement. L'exemple parfait, c'est la formation du sel. On met du sodium avec du chlore. Ce qui se passe, c'est que l'atome de sodium donne un de ses électrons à l'atome de chlore. C'est ce simple transfert d'électrons qui est le vrai moteur de la réaction. La nouvelle définition est donc un miroir de l'ancienne, mais elle est beaucoup plus puissante. L'oxydation, c'est la perte d'électrons.
Et la réduction, c'est le gain d'électrons. Le sodium a perdu un électron, il est oxydé. Le chlore a gagné cet électron, il est réduit. C'est aussi simple que ça. D'accord, mais alors comment on fait le lien entre les deux? Comment cette vision moderne avec les électrons s'accorde-t-elle avec l'ancienne, qui parlait d'oxygène? Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Et voilà le schéma qui résume tout parfaitement. Il nous montre qu'une oxydation, ça peut être vu soit comme un gain d'oxygène, soit comme une perte d'électrons. Et inversement, une réduction, c'est une perte d'oxygène ou un gain d'électrons. En fait, les deux visions ne se contredisent pas du tout, elles se complètent. La vision des électrons est juste plus générale. Et ça, c'est vraiment l'idée la plus importante à retenir. On ne peut jamais avoir l'un sans l'autre. C'est impossible. Si une substance perd des électrons, une autre est obligée de les récupérer. L'oxydation et la réduction sont inséparables. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Au final, que ce soit la rouille sur un clou, le déploiement des nerfs vagues, la digestion d'un repas ou la photosynthèse, ce sont ces trois grands types de réactions, décomposition, substitution et oxydoréduction, qui sont les moteurs invisibles de notre monde. Alors la vraie question maintenant, c'est, avec ces nouvelles clés de lecture, quelle histoire chimique peut-on observer se dérouler là juste sous nos yeux,